Aujourd'hui, une double affaire criminelle. Deux amants diaboliques qui ont sévi dans les années 90 en Belgique et en Corse. Je ne vous en dis pas plus, ne retenez qu'une morale à cette histoire. Quand on veut se séparer, mieux vaut divorcer que tuer. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Le 29 août 1992, à Mons, en Belgique, vers 22h, un cabriolet fait une sortie de route et termine dans le canal. Un homme parvient à s'en extraire. Il remonte sur le bord de la route, il fait des grands signes aux voitures qui passent. Il faut appeler les secours. S'il vous plaît, ma voiture est tombée dans le canal. Ma femme Ursula, elle n'est pas remontée à la surface. Les secours arrivent, des plongeurs se mettent à l'eau, ils sondent le canal. Ils ne la trouvent pas. Elle est probablement morte noyée. Son corps a été emporté par le canal. On la retrouvera sans doute. Mais quand? Le mari, lui, est conduit à l'hôpital. Il s'appelle Peter Uwe Schmidt. Il a 22 ans. Il est allemand et militaire. Il fait son service en tant que caporal au Shape, la base de l'OTAN en Belgique. Et sa femme s'appelait Ursula Deschamps, 22 ans, elle aussi, étudiante en langues étrangères. Ils étaient mariés depuis à peine 6 mois. C'est terrible! Un si joli couple. Le compte-rendu de cet accident arrive ce soir-là sur le bureau de l'inspecteur de permanence. Il le prend, il le lit négligemment, c'est un accident, un de plus. Et là, il voit le nom du mari rescapé. Et ça fait comme qui dirait tilt. Peter Uwe Schmidt? Mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Et oui, quelques semaines plus tôt, le même Peter Uwe Schmidt s'est fait pincer en train de voler des plaques d'immatriculation sur un parking de Bruxelles. Il a prétendu les avoir trouvées par terre. Tu parles, il avait sur lui des pinces, un tournevis, une bombe de gaz paralysant et un pistolet à gaz. Et donc une enquête a été ouverte, et elle est en cours. Et d'ailleurs sa femme, Ursula, celle qui justement s'est noyée dans le canal, était convoquée pour témoigner dans 2 jours. Et maintenant elle est morte. Elle risque pas de témoigner, se dit l'inspecteur. Et donc l'inspecteur fonce droit à l'hôpital, Peter Uwe Schmidt n'a rien, ça tombe bien, et il l'emmène sur le bord du canal. Vous pourriez m'expliquer un peu comment ça s'est passé, cet accident, monsieur? En fait, je crois que je me suis trompé de route. À un moment, j'ai voulu prendre une route à gauche, j'ai pas vu que c'était un quai. Je roulais vite, sans doute dans les 100 km/h, et puis je parlais à ma femme. J'ai pas pu m'arrêter, quoi. Et où alliez-vous avec votre femme, monsieur Uwe Schmidt? En fait, je l'avais récupérée à la gare de Mons, en fin de journée. On est sorti vers 9h, 9h15, je dirais. Ma femme n'avait pas son permis, je voulais lui donner quelques cours de conduite. Vous avez remarqué comment ce jeune garçon, qui vient de perdre sa femme, raconte tout ça. Il est pile à l'endroit où elle a disparu il y a quelques heures. Ça n'a pas l'air de le miner du tout. Il n'est pas en état de choc, c'est le moins qu'on puisse dire. Il pourrait pleurnicher un peu, au moins pour la forme. Et puis entre nous, cette idée de donner des leçons de conduite de nuit à sa femme, c'est étrange. Le lendemain, on retrouve la voiture les pattes en l'air sur le toit au fond du canal, mais pas le corps d'Ursula. Les policiers appellent donc son père pour le prévenir de l'accident. Un accident? Je pense pas que ce soit un accident, non. C'est un meurtre, monsieur. Oh, je savais que ça allait mal se passer. Ce dernier rendez-vous, j'aurais dû l'accompagner. Vous me dites que sa voiture est tombée à l'eau? Il l'a tué, je suis sûr qu'il l'a tué. Vous dites dernier rendez-vous, monsieur, pourquoi? Elle allait le quitter. Elle nous a dit avant de partir, je dîne ce soir à Mons avec lui, je vais le voir pour la dernière fois, il signera les papiers du divorce.
Et la famille se met à raconter que ça allait mal dans le couple Ursula-Peter. Il était violent avec elle et il était très absent. Alors quelques mois après leur mariage, elle l'a quitté. Elle l'a quitté et elle leur a raconté un truc incroyable. Dans une armoire, un jour, elle a trouvé une grosse somme d'argent liquide. Elle a découvert que son mari, caporal de l'armée allemande, chauffeur d'officier sur la base de l'OTAN, était un magouilleur. Ce que confirme la scène du vol des plaques d'immatriculation. Et maintenant, elle est morte. Peter Uwe Schmidt est donc réinterrogé sur l'accident. Son récit est embrouillé. À un moment, j'ai replongé dans le canal et j'ai touché la main d'Ursula. Ou son bras, je sais pas. Mais à un autre moment, il dit qu'il a vu sa tête flottante à la surface. Il est assez confus. Et dites-moi, monsieur, puisque la capote du cabriolet était fermée, vous-même, comment est-ce que vous êtes sorti de la voiture? Eh bien, je me suis extirpé par la lunette arrière. Et c'est sans doute par là d'ailleurs que le corps d'Ursula est sorti. Il est sorti puisque je l'ai touché. Mouais. C'est quand même très étroit, la lunette arrière d'un cabriolet. Là-dessus, les policiers découvrent, comme moi, avant l'accident, Monsieur Peter Uwe Schmidt a fait souscrire à sa femme une assurance décès. Et maintenant qu'elle est morte, il va toucher 3 millions de francs belges, 115 000 €. Les policiers cuisinent Peter Uwe Schmidt. Il ne bouge pas. C'est un accident. Et d'ailleurs, à un moment excédé, il sort de ses gonds, il pète un câble, il se met à hurler. C'est donc un monsieur qui perd facilement ses nerfs. 4 jours après l'accident, un promeneur découvre finalement le corps d'Ursula Deschamps, flottant sur le canal à 300 mètres du lieu où la voiture a été repêchée. L'autopsie? Les policiers belges sont sans doute un peu déçus des résultats, car elle ne confirme pas que c'est un meurtre. Ursula est morte noyée, point. Il n'y a aucune trace suspecte sur le cadavre. On s'est peut-être un peu emballé. C'est sans doute un accident. D'autant qu'on fait une reconstitution et Peter Uwe Schmidt, dans un cabriolet du même modèle, parvient à la force des bras à se sortir par la lunette arrière. Et donc, l'affaire est classée. Peter Uwe Schmidt est juste poursuivi pour avoir été un conducteur négligent qui a provoqué la mort de sa femme. Il doit payer une amende de 87 000 francs belges, 2 200 €, et il est condamné à 3 mois de prison avec sursis. Et bien sûr, il empoche les 3 millions de francs belges de l'assurance décès. Il quitte l'armée allemande, et il va refaire sa vie. Et moi, je me demande bien ce que je fais là. C'est un cauchemar. Ils me font raconter des accidents maintenant. Si ça continue, je vais finir au chien écrasé. Dure fin de carrière. Trois ans plus tard, le 11 mai 1995, en Corse, vers 1h30 du matin, des légionnaires en patrouille près de Calvi, sur une route qui borde un ravin au-dessus de la mer, tombent sur une femme complètement affolée au bord de la route. On a eu un accident avec mon mari. Il est tombé dans le ravin. Mon mari. Faudrait l'aider. Les pompiers arrivent. Ils descendent un rappel le long de la paroi. C'est difficile. Il fait nuit, il y a des branchages, et puis c'est long. Il est haut ce ravin, 90 mètres. Et quand enfin ils arrivent en bas, ils trouvent la voiture à quelques mètres du rivage. Mais pas le mari. Sur le siège, les pompiers notent la présence d'une matière blanchâtre qui ressemble à de la cervelle. Et beaucoup de sang aussi. Pendant ce temps-là, en haut, sa femme est au bord de la crise de nerfs. Elle est trempée de la tête aux pieds, elle est pieds nus, couverte d'égratignures. Pour la calmer, un médecin lui fait une piqûre de Valium. Ça y est. Elle est un peu détendue. « Madame, comment vous appelez-vous »« Je m'appelle Aurore Martin.
Et votre mari, comment s'appelle-t-il? Marc. Marc Van Beers. On est en voyage de noces. Et qui est-ce qui conduisait, madame? C'est lui. À un moment, il s'est trompé de route. Il a voulu faire demi-tour. Il a raté sa manœuvre. Et on a basculé. Et vous, comment vous vous en êtes sorti, madame? J'ai eu le réflexe d'ouvrir la portière, de m'éjecter du véhicule avant qu'il tombe, mais pas lui. Je suis descendu jusqu'en bas de la falaise. Après, j'ai réussi à le sortir de la voiture. Je l'ai trôné au bord de la mer pour lui nettoyer le visage. Il faut que vous le retrouviez. Il a une plaie à la tête. Il est inconscient. Le lendemain matin, à l'aube, des plongeurs retrouvent le corps de Marc Van Beers par 3 mètres de fond. Et c'est encore un terrible accident. Quand je pense qu'autrefois je racontais des crimes, je suis descendu bien bas. En attendant, il faut organiser les obsèques de Marc Van Beers. Aurore, sa veuve, prétend qu'il voulait être incinéré. Mais ses parents exigent qu'il soit inhumé et ce sont eux qui l'emportent. Après les obsèques, la mère de Marc vient sonner chez sa belle-fille pour récupérer des objets personnels. Personne. Elle insiste. Aurore finit par lui ouvrir. « Bonjour Aurore. Je voulais juste récupérer quelques objets qui ont appartenu à Marc. Quelques souvenirs, quoi. »« C'est hors de question. Partez !» Et elle la gifle. Elle gifle sa belle-mère. Déjà que la belle-mère avait un doute sur cet accident, ça n'arrange pas les choses. Et donc la mère engage un avocat qui demande une copie du dossier d'accident survenu en Corse. Et dès que l'avocat le feuillette, il y a 2 ou 3 choses qui le chagrinent. D'abord, la trajectoire de la voiture dans sa chute dans le ravin. Ça cloche. Et puis, il a du mal aussi à croire qu'Aurore, qui pèse 46 kilos, ait réussi à déplacer le corps de Marc, qui en pesait 76. Et donc il conseille aux parents Van Beers de porter plainte pour mort suspecte. Ce qu'ils font en Belgique 1 an après l'accident. L'enquête est confiée à la crime de Bruxelles, qui commence par interroger Aurore Martin, qui 1 an plus tard est toujours sur les nerfs. Bien. Vous pouvez nous raconter votre soirée, madame? Eh bien, d'abord, on a dîné à Calvi, sur le port. Ensuite, on est allé à Notre-Dame de la Serra pour admirer la vue. C'était un beau moment. On s'est promis d'avoir des enfants et de vivre heureux. Et que s'est-il passé ensuite, madame? Au retour, Marc s'est trompé de route. Et quand ils s'en est rendu compte, un animal a traversé la route. Marc a voulu l'éviter. Il a donné un coup de volant. Et la voiture s'est déportée vers le ravin. Et moi, j'ai eu le temps d'ouvrir la portière et de sauter. Même déclaration qu'après l'accident. Le juge décide alors d'exhumer le cadavre pour une autopsie. Heureusement qu'il n'a pas été incinéré. Il est assez bien conservé d'ailleurs. Et le légiste note qu'il manque une grande partie de la boîte crânienne. Le cerveau est absent. Il note aussi des plaies au visage, dont une au front et une à l'arcade sourcilière. Mais ce qui l'intrigue, c'est qu'aucune de ces plaies ne semble avoir saigné. Et ça veut dire quoi, à votre avis, docteur? Ça veut dire que le monsieur est mort, hein, avant que la voiture ne tombe dans le ravin. Voilà ce que ça veut dire. Ah, donc ça n'est pas un accident, même si le légiste ne peut pas donner la cause exacte de la mort. Et puis, sur le corps, il dit qu'il n'y a pas de traces de traînage, alors qu'Aurore prétend avoir
traîner le corps jusqu'au rivage. Et pourtant, il y a des rochers, hein. Il y a beaucoup de rochers sur place. Le juge d'instruction décide donc d'organiser une reconstitution sur place, en Corse, en présence d'un expert en accident, lequel fait une première remarque. Bon, quand Madame Martin s'expulse du véhicule, moi j'ai calculé qu'elle fait une chute de 7 mètres. Et j'ai vu les clichés de ses blessures, ça colle pas, quoi. Elle devrait être beaucoup plus blessée que ça, elle fait 7 mètres, rendez-vous compte. Il note aussi que dans le rapport d'accident, il est écrit que des arbustes au bord du ravin ont été retrouvés couchés. Vu la vitesse de la voiture, moi je dis qu'elle aurait dû passer par-dessus les branchages, sans les coucher. S'ils ont été couchés, c'est parce que la voiture n'allait pas vite. Comme si on l'avait poussée, vous voyez. Ça commence à sentir le pâté pour Madame Martin. Et d'ailleurs, où elle est, Aurore Martin? La crime la cherche pour la réentendre, elle est introuvable. Les policiers localisent sa sœur. Écoutez, je crois savoir qu'elle est partie aux États-Unis, en Floride, se ressourcer chez un de nos oncles. Se ressourcer ou se cacher? Fuir. Le juge d'instruction lance alors un mandat d'arrêt international. Et en attendant, les policiers se renseignent sur le couple. Mark Van Beers avait 32 ans. Il était comptable fiscaliste, d'origine bourgeoise. Une jolie maison dans un quartier chic de Bruxelles. Il a rencontré Aurore dans une agence matrimoniale. Et d'après sa fiche à l'agence, il voulait fonder une famille et avoir des enfants. La fiche de sa femme, en revanche, est presque vide. Il est juste écrit dessus « Pas gros, gentil, riche et propriétaire ». Elle était donc intéressée. 1 an après leur rencontre, ils se marient. Étonnant, d'après ce que disent les gens au mariage, la famille d'Aurore n'était pas là. Il n'y avait que sa sœur. Ça a un peu intrigué les Van Beers à l'époque. Oh bah oui, ça nous a d'autant plus intrigués qu'au début, elle nous a dit que ses parents venaient de Liège, et qu'ils étaient riches, et qu'ils avaient un château. Et puis qu'on s'est aperçu que c'était faux. C'est qu'une menteuse. Quand on lui a fait remarquer, elle s'est mise à pleurer en disant qu'elle venait pas du même milieu que nous, que c'est pour ça qu'elle nous avait menti. On lui a pardonné, que voulez-vous. Et la crime découvre qu'Aurore a été en vérité entraîneuse dans un bar et escort girl. Mais le plus édifiant, c'est qu'elle a exigé au moment du mariage d'hériter de la maison de Marc s'il venait à mourir. Alors que cette maison, il l'a achetée avant de la connaître. Et donc après l'accident, elle a hérité. Et c'est pas tout. Il avait aussi souscrit des assurances d'essai. 7 assurances d'essai au total, qui ont rapporté à la donzelle 20 millions de francs belges. Une des assurances d'ailleurs est assez litigieuse, ça n'est pas lui qui l'a signée. On a manifestement imité sa signature. Et dedans d'ailleurs, il ne déclare pas son diabète alors qu'il l'a fait dans toutes les autres. Ça n'était donc pas un accident, c'est un assassinat, mesdames et messieurs. Mais le temps passe, et Aurore Martin reste introuvable. 2 ans après la mort de Marc, un précieux témoin se présente à la police. La belle-mère d'Aurore, la femme de son père. Elle a rendu visite à Aurore juste après le drame. Moi, je peux vous dire que j'ai été étonné en entrant dans la chambre. Riez. J'ai pensé qu'elle était peut-être en train de faire une crise de nerfs, mais non. Elle m'a dit qu'elle allait bien, qu'elle était heureuse parce que elle était devenue millionnaire. Et ensuite, eh bien, elle nous a expliqué qu'elle avait tué son mari. Et elle nous a dit, à son père et à moi, qu'elle avait fomenté le coup avec son amant. Avec son amant, vous dites? Et quel est le nom de son amant? Il s'appelle Peter Schmidt. Ça, c'est énorme. Enfin, c'est ma première histoire. Peter Schmidt a perdu tragiquement sa femme Ursula dans un accident de voiture, qui donc n'était peut-être pas un accident. D'après sa belle-mère, Peter Schmidt était en Corse au moment du prétendu accident. D'après ce qu'elle a dit, il était avec 3 complices. Et
Et c'est lui qui a bloqué la route que devaient emprunter Marc et Aurore. Et après, c'est lui qui sort Marc de la voiture, c'est ce qu'elle raconte, hein, et qui le frappe à coups de batte de baseball. Et c'est lui qui pousse la voiture dans le ravin. C'est ça qu'elle a dit. Et après, elle m'a dit, je suis riche, mais c'est grâce à la sueur de mon front. J'ai dû le supporter pendant 1 an, c'est-à-dire vivre avec lui. Elle a dit, ça mérite salaire. C'est comme ça qu'elle nous a raconté les choses. Incroyable. Peter Uwe Schmidt tue sans doute sa femme Ursula dans un pseudo-accident de voiture dans un canal en Belgique. Il échappe par miracle à des poursuites. Et 3 ans plus tard, il remet ça en participant à l'assassinat du mari de sa maîtresse. Et donc, la police belge se met à sa recherche. Disparu, lui aussi. Et donc un mandat d'arrêt international est délivré contre lui aussi. Et on pense que lui et Aurore sont en fuite aux États-Unis. Et tout ça, cette histoire machiavélique sort dans la presse. Et là, un nouveau témoin se présente. Bonjour. Je suis un ami de Peter Uwe Schmidt. Il m'a dit à moi qu'il avait noyé sa femme. Et il m'a même amené au bord du canal. Il m'a dit qu'il lui avait tenu la tête dans l'eau pour la noyer. Et il m'a même dit que, pour avoir l'air touché après sa disparition, il s'est frotté les yeux avec, vous savez, des pastilles mentholées, là. Des Fisherman Friends. Ah oui, ça doit piquer, ça. Aux États-Unis, la police pense avoir localisé les 2 amants, dans la région de Miami. Ils y vivraient sous de faux noms, pas de téléphone portable, pas de carte bancaire, mais ils ont commis l'imprudence d'utiliser des cabines téléphoniques. En novembre 1997, Peter Uwe Schmidt se fait coincer par le FBI sur le parking d'un supermarché. Il a sur lui 46 000 $ en liquide et un 357 Magnum chargé. Et en fouillant sa voiture, les policiers américains trouvent une adresse, ils y vont, et ils y trouvent Aurore Martin. Un an plus tard, après avoir épuisé toutes les procédures de recours, les 2 zozos sont extradés vers la Belgique. Ils arrivent à Bruxelles le 3 décembre 1998. Et ils sont conduits tout droit à la PJ. Interrogé, Aurore Martin fait valoir son droit au silence. Quant à Peter Uwe Schmidt, il consent à parler, mais il raconte des sornettes. Que faisiez-vous aux États-Unis, monsieur Uwe Schmidt? Eh bien, après la mort de ma femme, Ursula, je me suis lancé dans une vie de bohème, quoi. J'ai été marin sur la Méditerranée, dans les Caraïbes. Là, j'étais de passage aux États-Unis, c'est tout. Étiez-vous en Corse, monsieur, en mai 1995, c'est-à-dire au moment de la mort du mari de votre maîtresse, Aurore? Ah, pas du tout. Non, pas du tout. À cette époque-là, moi, j'étais dans les Caraïbes. Toujours aussi retors. Alors les policiers belges lui mettent sous le nez une carte postale qu'il a envoyée à son frère 6 mois avant la mort de Mark Van Beers. Et c'est une carte de Corse. Alors, monsieur Uwe Schmidt, vous n'êtes toujours pas allé en Corse? Oui, mais c'était 6 mois avant. J'y suis passé. Mais en mai 95, j'y étais pas. Nous avons mis la main, monsieur, sur des photos que vous avez prises lors de ce séjour en Corse. Regardez-les. Les voilà. Vous remarquez que ce sont des clichés de carcasses de voitures abîmées au fond de ravins. Ce sont d'étranges souvenirs de vacances, n'est-ce pas? Sans doute. Mais il ne lâche toujours rien. Quant à sa relation avec Aurore, il prétend qu'ils se sont rencontrés 6 mois après la mort de sa femme, et qu'ils ont été en couple à peu près 1 an et demi, et qu'ensuite ils se sont disputés, ils n'étaient plus ensemble au moment de la mort de son mari, Mark Van Beers. Pourtant, son propre frère assure qu'ils ont passé le réveillon 94 ensemble, et qu'Aurore était là. Mais il se trompe de date, mon frère, c'est tout. Pas sûr. Les policiers belges découvrent que 2 mois avant la mort de Mark, Peter et Aurore ont ouvert un compte commun au Luxembourg.
Mais l'homme n'est pas du genre à se coucher devant les évidences. Il se bat comme un chien. Il fait embaucher un expert en accident qui découvre que Mark Van Beers était un piètre conducteur, qu'il avait déjà eu plusieurs accidents. Façon de dire, l'accident de Calvi n'est qu'un accident de plus. Le juge d'instruction organise une reconstitution de l'accident. Pas en Corse, trop cher. Mais à Bruxelles, sur le tarmac d'un aéroport. Bien, madame. Montrez-nous comment vous vous êtes projeté hors de la voiture. Allez-y. Je sais pas. Je me rappelle plus de rien. Miss Crise de nerfs entre à nouveau en action. Mais qu'importe. Au fond, le dossier d'instruction ne laisse aucun doute sur la culpabilité et de l'un et de l'autre. Et donc tous les deux sont renvoyés devant la cour d'assises. Le procès de ce que la presse appelle désormais les amants diaboliques s'ouvre le 10 septembre 2001 à Bruxelles. Au cours de ce procès, on ne juge qu'une seule affaire, la mort de Mark Van Beers. Mais bien sûr, la mort d'Ursula Deschamps est dans la tête de tout le monde, même s'il n'a pas été possible de réactiver ce dossier qui, en droit, reste un accident. L'un et l'autre se comportent très exactement comme ils l'ont fait pendant l'instruction. C'est-à-dire que Peter Uwe Schmidt a réponse à tout, il est innocent, et que elle, Aurore Martin, pleurniche en permanence. Moment clé du procès, le témoignage à la barre des experts psychiatres. Nous considérons que si Aurore Martin a pu participer au plan, elle n'a pas eu l'intelligence de le concevoir seule. Pleurnicherie immédiate de la Miss dans son box. Son père est appelé à la barre. « Dites-moi, monsieur, je lis dans le dossier que vous avez fait un drôle de cadeau à votre fille pour ses 16 ans. Vous lui avez offert une botte de foin. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ?» Ah ben oui, c'est très simple, hein. C'est parce que ma fille est bête à bouffer du foin. Nouvel épisode de pleurnicherie dans le box. Évidemment, on aurait bien voulu entendre l'ex-femme du père d'Aurore Martin. Celle qui l'a balancée. Mais elle vit en Espagne désormais, elle a envoyé un fax, elle a peur de représailles, elle ne viendra pas témoigner. C'est pain béni pour l'avocat de Peter Uwe Schmidt. Eh bien, c'est la preuve que cette femme a menti. À la fin, sans surprise, les délibérations sont longues, elles durent plus de 6 heures, mais les jurés les reconnaissent tous les deux coupables d'homicide volontaire. Et ils retiennent la préméditation. Et donc ils condamnent Peter Uwe Schmidt à 20 ans de réclusion criminelle et Aurore à 15 ans. Ils sont tous les deux sortis de prison aujourd'hui. Et aux dernières nouvelles, ils sont toujours en couple. Une histoire que nous allons débriefer maintenant avec maître Roland Menskart, avocat au barreau de Bruxelles. Vous défendiez, maître, dans ce dossier les intérêts de la famille de la victime, Mark Van Beers. Alors je suppose que pour vos clients, quand même, il y a une énorme frustration à la fin de cette histoire. C'est l'absence d'aveu, c'est-à-dire qu'ils ne sauront jamais ce qui s'est vraiment passé. C'est tout à fait exact. Ils ont espéré qu'après leur condamnation définitive, Aurore ou Peter Schmidt auraient avoué la manière dont on a tué Mark Van Beers, mais ça n'est jamais venu. C'est-à-dire qu'on n'est jamais vraiment arrivé non plus à prouver la présence de Peter Uwe Schmidt sur place. Et encore moins celle de ses complices. Oui et non. C'est-à-dire que on a tenu le raisonnement suivant devant le jury, en disant, écoutez, il est faux que Madame Martin ait porté le corps de son mari au bord de l'eau, il est trop lourd. 2, elle dit qu'elle l'a tiré pour justifier la différence de poids. Or, il n'y a pas de traces, comme vous l'avez dit, sur le corps de Mark Van Beers, et par ailleurs, pas de traces de sang, de traînées de sang sur le chemin emprunté pour l'emmener jusqu'au bord de l'eau. Par ailleurs, il y a sur ce chemin des gouttes de sang
à intervalles réguliers. Et donc on a porté ce monsieur, et on l'a porté à 2. 3, lorsqu'on décide de tuer son mari dans des telles circonstances, il faut une aide extérieure. À qui voulez-vous qu'Aurore Martin demande cette aide extérieure, si ce n'est qu'à son compagnon, son amant depuis toujours? Et le jury nous a suivis dans cette explication, sans doute en partie parce que Aurore Martin a menti du début jusqu'à la fin de ce procès et que Peter Schmidt était beaucoup trop prolixe. Lui qui n'était censé ne pas être là donnait toute une série d'explications techniques qui étaient difficiles pour quelqu'un qui en avait entendu parler. Le verdict, vu de France, 20 ans et 15 ans pour un assassinat, c'est-à-dire un meurtre avec préméditation, c'est pas cher payé. C'est une fourchette inférieure, effectivement, ce qui peut-être semble démontrer que le jury était très partagé. En Belgique, le jury délibère seul sur la culpabilité et puis, en cas de réponse positive, avec la Cour sur la peine. C'est-à-dire que le président n'est pas là pour peser sur la culpabilité? Non, du tout. Et donc ils étaient peut-être partagés et ils ont fait une cote mal taillée, quoi. Je pense que c'est ça qui s'est passé, oui, effectivement. Comment se fait-il, maître, que l'on ne soit pas arrivé à réactiver la première enquête qui concerne la mort d'Ursula, la femme de Peter Uwe Schmidt? Pour une raison très simple, c'est qu'il avait été jugé pour homicide involontaire par défaut de prévoyance et de précaution. Et autorité de la chose jugée. Et l'autorité de la chose jugée faisait que cette décision était devenue définitive et ne pouvait pas être remise en question. Mais c'est dans toutes les têtes au procès, n'est-ce pas? Oh, ça c'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, chaque fois que quelqu'un faisait la moindre allusion à cette malheureuse Ursula Descamps, l'avocat de Peter Schmidt bondissait comme un cabri. Est-ce que c'est une enquête un peu bâclée que la première enquête, à votre avis? Ah, bonne question. Je pense que oui. Mais voilà. Ça ne change pas le destin. Non, malheureusement. Et on peut dire sans doute que c'est l'immunité dans le premier meurtre qui amène Peter Uwe Schmidt à monter le deuxième meurtre. Ça marche une fois. C'est le sentiment qu'on a, et il y a beaucoup réfléchi parce que il a continué à voir Aurore Martin, quoi qu'il en dise, et notamment son frère est venu témoigner en disant que à la Noël qui a précédé le mariage, Peter est arrivé au repas de réveillon avec une jeune femme blonde dont il disait qu'il l'avait rencontrée seule au bord du lac et qu'il ne voulait pas la laisser seule le soir de Noël. Cette jeune femme blonde ressemblait étrangement à Aurore Martin. Et donc ils ont continué à se connaître et à se fréquenter après que Madame Martin se soit inscrite dans cette agence matrimoniale. Quel genre d'homme est-il? Flamboyant? Ah oui. C'est un très beau gosse, si vous me passez l'expression. Il a une tête de mannequin à l'évidence, il est très à l'aise, il est content de lui, il est charmeur. Vraiment, c'est un adversaire redoutable. Et elle? Je l'ai faite beaucoup pleurnicher parce que c'est écrit dans tous les comptes rendus de ce procès. Vous avez raison. Elle pleurniche. Elle a une capacité lacrymale hors du commun, et c'est quelqu'un qui pleure du début jusqu'à la fin, et je pense, mais ça c'est un avis personnel, je pense qu'elle n'est pas terriblement intelligente, et qu'elle était complètement sous la coupe de Peter Schmidt. C'est-à-dire que pour vous, ça n'est pas stratégique, cette façon de pleurnicher, c'est juste qu'elle est très émotive et un peu idiote. Je pense que oui, c'est ça. Alors, il y a une partie de stratégie, évidemment. J'imagine que Peter Schmidt a dû lui dire, écoute, si tu es embarrassé, tu pleures, et puis c'est bon. C'est terrible, la scène de la botte de foin, tout de même. J'imagine qu'elle vous a marqué, non? Ah, mais ça a fait un effet extraordinaire. Qu'un père qui voit sa fille dans un box accusé, qui est poursuivi pour un assassinat, en rajoute en disant « ma fille est bête à manger du foin », je peux comprendre que la petite ne soit pas terriblement parfaite. Ça aurait pu d'ailleurs tourner à son avantage que son père vienne l'humilier à la cour d'assises. C'était un coup à l'avoir acquitté, ça, non? Non. Pas acquitté, pas mais jusque-là. Une peine pas amoindrie. Jusque-là. Ben, une peine amoindrie. Elle a d'ailleurs eu une peine amoindrie. Elle a 5 ans de moins. Hein? Oui. Ça vient peut-être expliquer les 15 ans. Oui, peut-être. Je suis d'accord. Quelle grande naïveté de la part de la victime, Mark Van Beers,
d'avoir signé ces assurances décès. Bon, c'est pas la première fois que je raconte une histoire dans laquelle des morts ont signé des assurances décès en toute bonne foi. Au moins 6. Il en a signé au moins 6, la 7e, sans doute. La 7e est un faux, ça c'est clair. Mais je pense que ce qui s'est passé, c'est que Mark Van Beer, qui était un adorable gros garçon, comme ça, n'en revenait pas qu'une femme comme Aurore Martin, qui était sur le plan physique spectaculaire, soit amoureuse de lui, veuille l'épouser, etc. Et je pense qu'il était prêt à beaucoup de choses pour elle. Je pense que lui était amoureux comme un canard, effectivement. Il a tout suivi, enfin, il a même accepté que l'on parte en voyage de noces quelques mois après la célébration du mariage, parce que c'est à ce moment-là que la Corse était la plus jolie, soi-disant, etc. Il a tout accepté, ce garçon. Le passé de magouilleur de Peter Uwe-Schmidt, est-ce qu'il a été évoqué au cours du procès ou est-ce que c'est un truc qu'on a complètement laissé de côté? Les plaques d'immatriculation, l'argent liquide dans le placard? On a laissé de côté. On n'a pas beaucoup parlé de cette partie-là de la personnalité de Peter Schmidt, clairement. Donc, ce qui a fait l'effet d'un coup de tonnerre, c'est que depuis le début du procès, Madame Martin racontait qu'ils avaient été au restaurant et puis qu'ils allaient faire une visite. Et les médecins légistes ont dit, lorsque nous avons pratiqué l'autopsie, il n'y avait pratiquement rien dans le bol, il n'y avait pratiquement pas de bol alimentaire dans l'estomac de M. Van Beer. Donc elle a aussi menti là-dessus. Oui, mais ça, on a été tous surpris de voir la réaction du jury. Ils se sont mis à poser des tas de questions à cet égard-là. Et je pense que ça a été le tournant du procès. C'est-à-dire que mentir sur un point de détail comme ça, qui est vérifiable scientifiquement pour le coup. Oui. On voit souvent dans des procès que des éléments qui ne sont pas extraordinairement importants prennent une importance capitale. Et là, en l'occurrence, manifestement, le bol alimentaire, enfin l'absence de bol alimentaire, a été terriblement important. Ça, plus le fait que toutes les blessures de M. Van Beer étaient post-mortem. N'est pas saigné, et que donc elle les a reçues après son décès. Ça n'était pas un crime parfait en vérité, c'est-à-dire que et l'accumulation d'assurance vie qui est quand même un signal d'alerte, c'est-à-dire 6 ou 7 assurances décès, à un moment donné ça finit par clignoter et alerter l'enquête. Oui, à condition qu'il y ait une enquête, parce que le crime aurait, à mon sens, pu être parfait si Aurore Martin avait, pendant quelque temps, été terriblement sympathique avec sa belle famille. Si elle n'avait pas giflé sa belle-mère, si elle n'avait pas mis à la porte de la maison, etc. Si elle avait été la veuve éplorée, etc. Mais les Van Beer, ils l'avaient accueillie à bras ouverts. Ce sont des très braves gens, vous savez. Ils étaient ravis que leur fils soit heureux, etc. Et si Aurore avait été simplement sympathique, et puis avait expliqué qu'elle allait partir à l'étranger parce que tout lui rappelait Marc, on peut imaginer. Je pense que jamais la mère, parce que c'est la mère qui est à la manœuvre, n'aurait eu des soupçons et ne serait venue voir un avocat en disant je ne sais pas ce qui se passe, mais je sens que c'est pas ce qui s'est passé. Et c'est à partir de ce moment-là que, après le dossier Corse, on a déposé plainte et que l'instruction a débuté. Les assassins devraient prendre des coachs. Vous en feriez un bon. Merci. Oui, mais c'est pas mon métier et je ne souhaite pas l'être. Merci. Merci infiniment, maître Roland Menskart. Je vous en prie. Du barreau de Bruxelles. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.